Amis bons vivants, amis gourmands, bienvenue dans un nouvel épisode de mon thé et des cendres. Aujourd'hui, nous allons aborder plusieurs petits sujets, comme par exemple le nettoyage de sa pipe, ou encore la méthode que j'utilise pour déguster un tabac. Alors, il se trouve justement que j'ai une pipe à nettoyer. Cette petite pipe, c'est une Tom-Pouce. C'est un brûle-gueule, mais que j'aime beaucoup parce que d'ordinaire, les brûle-gueules sont des pipes relativement charnues. Donc ce qui est souvent recommandé par une majorité de fumeurs, c'est de fumer sa pipe une fois, et puis ensuite de la laisser se reposer. La méthode officielle pour nettoyer sa pipe, c'est d'utiliser une chenillette, donc une chenillette ou un nettoie-pipe. Vous allez en avoir différentes marques de différentes épaisseurs, ce qui est important à considérer en fonction de votre pipe. Et ce que vous allez faire tout simplement, eh bien, c'est saisir cette chenillette, l'insérer par le tuyau, et puis vous allez l'enfoncer jusqu'à ce qu'à travers le foyer de votre pipe, vous commenciez à voir cette chenillette. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir ranger votre pipe sur un râtelier ou quoi que ce soit, et vous êtes tranquille. Pour que vous puissiez évidemment passer cette chenillette à travers le tuyau et la tige de votre pipe, il faut que le perçage de cet objet soit parfait. Et donc, un des critères importants quand vous allez acheter votre pipe, c'est de savoir si elle passe ce qu'on appelle le test de la chenillette. Sans quoi vous allez avoir, si le perçage est mal aligné, vous allez avoir de la condensation qui va se créer, autrement dit du glou-glou, hein, et ça peut être très ennuyeux. Ça va salir votre pipe prématurément, et puis ça va vous gâcher un petit peu l'expérience de fumage, d'autant plus que des fois en tirant sur votre pipe, l'humidité arrive à remonter jusqu'à votre bouche. Et je peux vous assurer que le jus de tabac, c'est pas vraiment ce qu'il y a de plus appétissant. Donc c'est la première méthode ça, pour nettoyer sa pipe. Hein. De temps en temps, il va falloir également déculotter votre pipe. Donc le culot, c'est une couche de tabac qui va venir se déposer à l'intérieur du foyer. Et alors à propos du culot ou de la culotte, on va avoir plusieurs théories. Puisque disons que la vieille école, la méthode ancienne, c'était de laisser une certaine couche de culot, environ 1 mm ou moins, de façon à protéger la pipe de la chaleur. Hein. Vous allez créer un genre de bouclier qui va empêcher la chaleur de pénétrer jusqu'au bois de la pipe et donc d'abîmer votre pipe. C'est une méthode qui se défend. Le problème, c'est que cette couche de culot ou de culotte va apporter un goût qui va influencer votre tabac, généralement d'une mauvaise façon. Hein. Ça va vulgariser un petit peu votre tabac. L'autre inconvénient, c'est que si jamais dans cette pipe, vous fumez différentes variétés de tabac, ce que je ne vous recommande pas, l'idéal c'est d'avoir des pipes qui sont assez spécialisées le plus possible. Mais si jamais c'est le cas, si jamais vous fumez plusieurs variétés de tabac dans cette pipe, eh bien, dans ce culot, vous allez avoir un mélange de tous les anciens tabacs que vous avez fumés. Donc ça peut être intéressant, mais ça peut aussi vous dévier des véritables saveurs du tabac que vous êtes en train de déguster. Donc en grattant ce culot, vous allez toujours avoir une pipe qui va avoir une certaine personnalité. Hein, même si vous grattez entièrement le culot à chaque fumage, les saveurs de chaque tabac que vous avez fumé vont rester un certain temps. Et ça dépend aussi des variétés de tabac. Vous avez des saveurs très fortes comme du latakia par exemple qui vont pénétrer dans le bois de votre pipe durant, je dirais, au moins 3 ou 4 fumages si c'est pas beaucoup plus. Donc c'est pour ça que, en ce qui concerne des variétés de tabac de ce genre, il est conseillé d'avoir des pipes spécialisées. Hein. Et ça va vous aider aussi à déceler plus de subtilité évidemment dans vos fumages.
Donc le culottage d'une pipe est particulièrement conseillé quand on achète une pipe neuve, donc, dont le bois est à nu quand on va opérer son premier fumage. Moi, c'est pas ce que je vous conseille. Ce que je vous conseille, c'est de ne pas remplir le foyer de votre pipe. Vous allez remplir d'abord environ un tiers et fumer tout doucement. Et petit à petit, au fur et à mesure des fumages, remplir 2 tiers, puis la pipe en totalité. Vous allez savoir qu'il est temps de passer à l'étape suivante quand votre pipe arrêtera de chauffer. Maintenant, il y a une chose à savoir par rapport au fait que les pipes chauffent ou ne chauffent pas, c'est que ça dépend davantage, je pense, du bois, de la bruyère en elle-même, en ce qui concerne les pipes en bruyère en tout cas. Bien sûr, parce qu'il y a d'autres pipes, mais c'est en vue du fait que c'est la pipe la plus utilisée, la plus fumée, je vais parler principalement des pipes en bruyère. Je pense que ça dépend davantage de votre bois que de l'épaisseur du bois de la tête de votre pipe, ou même de l'épaisseur du culot. Même de votre vitesse de fumage. Je dirais que le principal critère, ça va être le bois en lui-même. C'est une chose que j'ai expérimentée. Certaines pipes, des fois plus fines que d'autres, vont chauffer moins. Donc pour revenir à notre culot ou notre culotte, je vous conseille de gratter cette couche environ tous les 2-3 fumages. Si vous voulez, après chaque fumage, c'est pas du tout un problème. Et de toute façon, un culot ou pas, quand vous sentez que votre pipe durant le fumage chauffe trop, que c'est inconfortable au toucher, eh bien je vous conseille d'arrêter de fumer. Arrêtez de fumer, ne videz pas la pipe, si jamais elle est très chaude, ne la videz pas, vous la posez et vous la laissez refroidir tout doucement. Si vous videz la pipe, vous allez créer une différence de température qui va être très soudaine, très violente. Et donc vous risquez d'endommager le bois. La question est, comment allez-vous déculotter votre pipe? Eh bien, il y a des objets qu'on peut acheter dans le commerce, qu'on appelle des rimeurs, qui sont spécialisés dans le déculottage de la pipe. Moi, ce que je vous conseille, c'est de saisir un couteau qui est légèrement émoussé, ou un couteau à beurre que vous pouvez affiner. L'idéal, c'est que, évidemment, l'objet que vous allez insérer dans le foyer de votre pipe pour gratter le culot ou la culotte, que cet objet épouse le plus parfaitement possible la forme du fond de votre foyer, surtout le fond, c'est important. Donc, évidemment, premièrement, l'objet doit atteindre le fond et ensuite épouser l'arrondi du fond du foyer. Donc pendant longtemps, j'ai utilisé un opinel, c'est un numéro 8, un vieil opinel qui est plutôt émoussé et dont la lame, au fur et à mesure des années, a été largement réduite. Généralement, ce couteau convient très bien au curage de la pipe, au déculottage de la pipe, pardon. Et puis, j'ai la gorge sèche, donc. Et puis plus tard, n'étant pas satisfait de ce qui se vendait dans le commerce, comme je suis forgeron, j'ai forgé mon propre cure-pipe. Ou pourrait-on dire mon propre cure-culotte. Donc pour étudier les dimensions de cet objet, tout simplement parmi toutes mes pipes, celle qui avait le plus petit foyer, j'ai fait en sorte que cet objet pénètre bien jusqu'au fond. Et puis de cette façon, j'étais sûr de pouvoir gratter toutes mes pipes. Donc vous pouvez voir que ça ressemble énormément à un couteau à beurre. L'idée, c'est de pouvoir mettre du côté de... Ah, c'est dommage, je suis droitier. La caméra est à gauche, donc vous excuserez mon éventuelle maladresse. Et en plus, ce couteau est fait pour un droitier. Donc, je vais le mettre comme ça. On va essayer de faire en sorte... Donc évidemment, l'objet, c'est tout simple. Vous grattez les bords de la pipe. Et l'avantage d'avoir un objet émoussé, qui n'est pas très coupant, c'est que évidemment, l'idée, c'est de gratter les dépôts de tabac, mais pas le bois de la pipe. Et donc ça, c'est une chose que vous allez sentir. Si ça peut vous rassurer,
en ce qui concerne les pipes en bruyère, le bois est quand même assez résistant, c'est un bois assez dur, et donc on le gratte pas si facilement que ça. Voilà. Et donc à travers le manche de cet objet, on va sentir les vibrations, les irrégularités, et on va chercher à avoir quelque chose d'assez harmonieux. Hein. Voilà. Donc on a là une méthode employée très fréquemment pour nettoyer une pipe. Vous la fumez une fois, vous passez la chenillette à travers toute la pipe jusqu'au foyer, vous grattez éventuellement un petit peu le culot. C'est vrai que si vous le faites régulièrement, vous en avez moins à gratter à chaque fois. Et puis vous attendez à peu près peut-être 4 jours, peut-être une semaine dans l'idéal. Mais maintenant, je voudrais vous présenter ma méthode pour nettoyer les pipes. Voilà. Alors on va recommencer les choses à la case départ. Nettoyer un petit peu ce nettoie-pipe. Le nettoie-pipe, si votre pipe n'est pas trop sale, ce qui ne devrait pas être le cas si vous la nettoyez après chaque fumage, les nettoie-pipes sont réutilisables. Hein. Donc voilà la façon dont je procède. La première chose à faire, ça va être de séparer la tête, la tige et le tuyau. Hein. La première chose que je vais faire, c'est que je vais prendre un mouchoir, hein, et puis nettoyer ce qu'on appelle le système. Voilà. Parce que dans la mesure où généralement vous n'avez pas un emboîtement parfait entre les deux parties de votre pipe, il y a souvent du jus qui va réussir à parvenir entre le floc et la mortaise. Hein. Ensuite, je vais me saisir de mon nettoie-pipe et l'insérer dans le tuyau. L'avantage de cette méthode, c'est que vous pouvez voir que quand j'insère le nettoie-pipe dans le tuyau de ma pipe, évidemment, la partie qui va ressortir du tuyau est sale. Cette partie-là est propre. Si on utilise la méthode traditionnelle, on va appeler ça comme ça, je vais être obligé de retirer mon nettoie-pipe du côté par lequel j'ai inséré. En suivant ma méthode, on ne va pas avoir d'aller-retour à faire. En retirant le nettoie-pipe, vous allez voir que, en vue du fait que le bec d'une pipe, généralement, est un petit peu ouvert en V. Et c'est tout simplement pour pouvoir répartir la fumée dans votre bouche, non seulement qu'elle soit moins concentrée, qu'elle soit plus diffusée, mais en plus que les saveurs envahissent plus facilement l'entièreté de votre bouche. Donc, en vue du fait qu'on a une ouverture en V juste au niveau du bec de votre pipe, en saisissant mon mouchoir, je vais bouger mon nettoie-pipe vers la gauche et vers la droite. Et de cette façon, on va nettoyer les bords. Voilà. Et en un passage, on a nettoyé notre tuyau. Il faut savoir que vous avez plusieurs matières en ce qui concerne les tuyaux des pipes. Celui-ci est en ébonite. Ce sont des tuyaux qui vont être plus souples à la dent, en bouche, mais qui vont jaunir assez facilement avec la pluie, l'humidité, le soleil, ce genre de choses. Ce sont des tuyaux qui vont être un peu plus difficiles à entretenir. Moi, ce que je vous conseille, c'est régulièrement de les graisser et de les astiquer, de façon à pouvoir retrouver cette couleur un petit peu noire unie. Et quand vous n'avez pas sous la main, parce que vous êtes en déplacement ou je ne sais quoi, de graisse à disposition, ce que vous pouvez faire, c'est frotter le tuyau contre votre front, comme ça. Vous le frottez. Et naturellement, sur votre front et votre nez, vous allez produire une graisse qui se trouve être très efficace sur le tuyau des pipes. Hop. Ensuite, à la main ou avec un mouchoir, le mouchoir a tendance à polir un petit peu, tout ce qui est papier va avoir tendance à polir un petit peu, légèrement. Voilà, on va retrouver une couleur relativement unie. Maintenant, passons à la tête. Ce que je vais faire, c'est que je vais saisir mon mouchoir. Voilà. Hop. Je vais prendre une des extrémités de ce mouchoir. Excusez-moi, je parle beaucoup. Je vais juste me servir un petit thé.
Donc je vais prendre l'extrémité de mon mouchoir et puis je vais le rouler en escargot. Je sais pas pourquoi je dis en escargot, je vais le rouler. Et je roule toujours mon mouchoir dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, de façon à ce que quand j'insère ce mouchoir dans la tige de ma pipe, je puisse le rouler cette fois dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà. Voilà. On roule, on roule, on roule. Et vous allez voir que, en dépit du fait que je viens de passer la chenillette dans ma pipe, mon mouchoir est encore sale. Ce qui veut dire que la chenillette n'est pas parvenue à enlever toutes les saletés. Donc, par chance, on a 4 extrémités. On va en prendre une autre. Voilà. Recommencer l'opération jusqu'à ce que mon mouchoir soit relativement propre. Il faut savoir qu'en vue de la vitesse à laquelle une pipe se salit, vous n'avez pas forcément besoin. Ce qui est important ici, c'est pas forcément d'avoir une pipe parfaitement propre, mais d'absorber le maximum d'humidité. C'est surtout ça qu'on va chercher à faire. Ensuite, en dernier passage, ce que je vais faire, c'est qu'on va prendre une autre extrémité. Hop. Je vais rouler mon mouchoir de nouveau et le plier. Hop. Et cette fois, je vais l'insérer ici, de façon à pouvoir nettoyer vraiment l'extrémité de la tige de ma pipe. Voilà. Vous voyez qu'on avait quelques petites saletés. Voilà. Pour finir, on peut très bien nettoyer un petit peu le bois. Voilà. Le dessus, j'aime bien le lécher un petit peu, nettoyer comme ça. Voilà. Et passer aussi à l'intérieur. Vous pouvez voir que j'ai mon index qui est derrière, là. On va passer à l'intérieur et nettoyer les bords comme ça. Vous voyez, bon, c'était pas très sale, mais c'est une chose importante à faire. Voilà. Pendant que j'y pense, je vous recommande chaudement de ne pas déconnecter le tuyau et la tête de votre pipe quand celle-ci est chaude ou humide. En règle générale, ne touchez pas à cette jonction tant que la pipe n'est pas dans un environnement stable, bien au sec, en tout cas dans des conditions d'intérieur d'une maison, bien sûr. Et quand la pipe est bien refroidie. Parce que si vous commencez à déconnecter régulièrement le tuyau et la tête de votre pipe, vous allez créer du jeu, particulièrement quand la pipe est chaude. Il faut savoir qu'évidemment le bois joue avec l'humidité, il gonfle, il dégonfle avec la température aussi. Et donc en manipulant ça régulièrement, vous allez commencer à créer du jeu. Et puis au fur et à mesure du temps, vous pouvez avoir la tête de votre pipe qui tombe quand vous êtes en train de fumer. C'est pas du tout ce qu'on cherche. La chose suivante dont je voulais vous parler, c'est ma méthode pour déguster les tabacs. Vous pouvez voir que j'ai fait la bêtise de les noter sur un cahier. C'est une bêtise parce que moi je vous recommande de les noter sur des feuilles individuelles, des feuilles séparées, de façon tout simplement à pouvoir les classer, si vous le désirez, par ordre alphabétique ensuite. Et l'avantage de les classer par ordre alphabétique, évidemment, c'est que si vous cherchez une dégustation que vous avez faite il y a plusieurs années, eh bien vous pouvez les retrouver plus facilement. Dans ces cahiers, là, évidemment, ce sont des dégustations qui sont opérées par ordre chronologique. Et donc, il m'arrive souvent de vouloir retrouver une vieille dégustation et d'y passer un certain temps. C'est un avantage dans la mesure où, en feuilletant mes cahiers, je retrouve par hasard des dégustations que j'avais complètement oubliées. Donc on va ouvrir la page à peu près à n'importe quelle date, parce que la méthode est toujours la même. Donc c'est très simple, il n'y a pas de secret. Première chose, très importante, la date, évidemment. Je note en dessous de la date, éventuellement ma compagnie, si je suis seul ou accompagné, et si je suis accompagné, de qui je suis accompagné. Parce que, vous allez souvent me l'entendre dire,
la dégustation d'un tabac est une expérience qui est très subjective et il y a le moindre paramètre qui diffère d'une dégustation à l'autre peut faire changer complètement votre avis sur un tabac. Hein. Ne serait-ce que votre humeur du jour, ce que vous avez mangé, le temps qu'il fait, le taux d'humidité. Donc ensuite je note les références du tabac, donc le fabricant et puis le mélange en question. Il y a 3 chapitres particuliers dans ma dégustation. Le premier va être le pré-fumage. Le pré-fumage, c'est l'analyse du tabac, l'analyse visuelle, olfactive, etc. avant d'allumer la pipe. Hein, tout ce qui se passe avant qu'on allume la pipe. Donc la première chose que je note, mais évidemment, ce dont je vous parle, c'est ma méthode. Vous en faites ce que vous voulez, vous pouvez la modifier et je ne doute pas que vous puissiez l'améliorer. Première chose, coupe, couleur. Tout simplement, donc renseignez-vous à propos des noms de différentes coupes, sinon vous pouvez toujours avoir vos propres repères. La couleur du tabac, les couleurs, généralement il y a plusieurs couleurs, évidemment, parce que généralement, en ce qui concerne la pipe, ce sont des mélanges. Mais il faut savoir que cette méthode de dégustation, en l'adaptant un petit peu, peut très bien convenir à une dégustation de cigare. Deuxième chose, taux d'humidité, âge. Vous pouvez les séparer, moi je les mets ensemble, peu importe. La composition. Pour ce qui est de la composition, c'est pas toujours indiqué sur l'emballage. Donc vous avez un site, il faut comprendre l'anglais, mais un site qui s'appelle Tobacco Review, sur lequel vous allez trouver un grand nombre de variétés de tabac et de mélanges, mais aussi des commentaires de passionnés sur ces tabacs. Point suivant, l'odeur, donc analyse olfactive. Ensuite, on va passer au fumage. Vous allez parler de l'allumage, donc qui va évidemment être lié, entre autres, au taux d'humidité du tabac, mais aussi à la coupe du tabac. Ensuite, les saveurs. Donc les saveurs, c'est un paragraphe dans lequel je vais, en quelque sorte, résumer, synthétiser mes impressions en ce qui concerne le tabac. Ensuite, vous allez avoir le taux de nicotine et le pouvoir roboratif du tabac, qui sont deux choses différentes, des fois liées, des fois non liées. Et pour finir, des commentaires. Donc c'est là que vous allez développer un petit peu plus, surtout votre ressenti. N'hésitez pas, j'y pense, non seulement à communiquer sur cette dégustation la personne qui vous accompagne, mais aussi éventuellement ce que vous allez déguster avec. Et finalement, une chose qui est assez utile quand on va regarder très rapidement votre dégustation de tabac, je laisse toujours une note qui est sur 20. Et ça me permet vraiment en un clin d'œil de pouvoir me rappeler ce que j'ai pensé d'un tabac. Il y a bien longtemps, j'avais fait une dégustation, c'était la dégustation d'un tabac français, c'était en 2010. Et pour ça, on avait, je dis on parce que j'étais avec un ami, on avait imprimé une fiche de dégustation de tabac qu'on peut trouver je ne sais où. Et j'essaye de comparer un petit peu, c'est une chose que j'avais complètement oubliée, donc vous voyez c'est marrant qu'on feuillette tout ça. Donc ici on va avoir encore une fois nom du testeur, la date, la couleur, la coupe, l'aspect, beau, très beau, ordinaire, sans intérêt, donc ça se présente sous forme de cases à cocher. Ensuite on va avoir le type de tabac, entre parenthèses coupe, humidité, arôme avant fumage, autrement dit analyse olfactive, le bourrage. Le bourrage, c'est vrai que c'est pas tout à fait bête. Ensuite on va passer à la dégustation, arôme au fumage, avec un genre d'échelle de force, légèrement aromatique, très aromatique, et une échelle de force. Goût et parfum au fumage. Donc là encore une fois on a plein de cases, ce qui en l'occurrence n'est pas forcément idéal. Acide, doux, fruité, neutre. Bon. D'ailleurs ça me fait penser à une chose, si vous fumez un tabac ou un mélange de tabac en compagnie d'une autre personne, il y a deux solutions. Soit vous allez communiquer au fur et à mesure du fumage
vos impressions, au risque de vous influencer et de vous donner des idées sur des saveurs, etc. Soit vous discutez de choses et d'autres, mais pas de votre dégustation, et vous attendez la fin du fumage pour partager vos avis. À vrai dire, c'est un jeu dont vous seul écrivez les règles. C'est l'avantage. Pour revenir à cette dégustation, ensuite on va avoir un chapitre sur la puissance, voilà, générale, avec encore une fois une échelle de force. Ensuite la combustion. L'odeur pour les non-fumeurs, alors ça c'est une chose que j'aime préciser aussi dans ma dégustation, que je n'ai pas pensé à vous dire, mais évidemment c'est une chose dont vous n'allez pas pouvoir juger vous. Hein, il faut avoir de la compagnie pour ça, et une compagnie de non-fumeurs, ce qui n'est pas forcément facile. Pour finir, des commentaires, et il y a aussi une petite place pour la note, de 0 à 10 cette fois. Donc ces notes, de toute évidence, moi j'ai beaucoup de plaisir à les écrire sur papier, parce que on peut très bien les digitaliser, ça prend moins de place, c'est beaucoup plus facile à organiser évidemment, ou même à retrouver si vous faites énormément de dégustation. Mais je trouve qu'on perd un petit peu du charme, en tout cas c'est un avis personnel, je trouve qu'on perd un petit peu du charme de ce côté tactile, vivant du papier. Puisque cet épisode se compose de différents petits sujets dont je vais vous parler, je voulais aborder le sujet du tabac en tant que drogue. C'est une chose que je ne précise jamais, je considère que cela va de soi. Le fumage du tabac nuit gravement à la santé et je n'encourage en aucun cas quiconque à consommer ce produit. Ceci étant dit, je voudrais mettre les choses un petit peu en perspective. L'alcool, le sucre, les zones urbaines, le plastique, les dérivés de pétrole en général, la malnutrition, les médicaments, le manque de sommeil, le stress, sont tous des éléments qui nuisent gravement à la santé. Parlons de la drogue, le café, le chocolat, le sucre, les téléphones intelligents, les réseaux sociaux, les jeux vidéo, l'argent, le pouvoir, c'est la quantité et le mode de consommation qui fait le poison. Et pour vous prouver ce point, je voulais vous parler d'une étude qu'on peut retrouver sur le site fumeurdepipe.net/pipe-santé, qui a été menée par le journal de l'Institut du cancer national américain. Cette étude a été publiée en octobre 1998 et sont les résultats d'une enquête qui a mobilisé 30 chercheurs pendant 10 ans. Cette enquête constate avec étonnement que les fumeurs de pipe vivent 2 ans de plus que les non-fumeurs. Le docteur Béal, psychiatre, chercheur et professeur à Charleston, en a donné une explication en remarquant que les fumeurs de pipe se réservent des moments de relations privilégiés avec leur pipe à des moments où ils sont certains de pouvoir la déguster. Ces périodes de détente réduisent fortement les effets du stress qui nous agresse tous et qui est un facteur majeur de contraction des artères, donc de risque cardiovasculaire. Il faut bien comprendre ici la relation très étroite qu'il peut y avoir entre une drogue et le plaisir. Tout ce qui vous apporte du plaisir peut devenir une addiction. Le problème qu'on rencontre souvent, c'est que lorsqu'on mène une étude sur des fumeurs, ces personnes consomment du tabac de mauvaise qualité, de très mauvaise qualité, un tabac qui est surchargé de produits chimiques et de produits de texture et de conservation. Cela revient à mener une étude exclusivement sur la restauration rapide et dire que manger c'est mauvais pour la santé. Donc encore une fois, c'est la dose qui fait le poison, mais c'est aussi le mode de consommation, et en l'occurrence, peut-être aussi l'état d'esprit dans lequel on est quand on consomme le produit. Les conclusions qu'il faut tirer de cette étude, ce n'est pas que le tabac est bon pour la santé, bien évidemment, mais que le stress est un bien plus dangereux ennemi. Il me semble que dans ce monde contemporain, où le danger est de plus en plus présent, de plus en plus diversifié, invasif, cette cuirasse qui nous protège de la douleur, nous isole également du plaisir. Et c'est peut-être une chose à reconsidérer. Merci et à bientôt pour un nouvel épisode.